Il est 20h à Libreville, au Gabon, et c'est l'heure de la principale édition du soir sur Gabon 24. Soyez les bienvenus. Voici le sommaire. Agenda chargé pour le chef de l'État gabonais. Ce mercredi, Ali Bongo Ondimba a reçu certains leaders politiques. On fait le point dans ce journal-là. Examen de la politique d'égalité homme-femme de l'Ouganda. Dans son nouveau cabinet, le président Museveni nomme 2 femmes à des postes stratégiques. En France, l'objectif des 30 millions de personnes vaccinées devrait être atteint cette semaine selon le porte-parole du gouvernement, Castex. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à tous dans cette principale édition du soir. En ouverture, d'abord, cette note d'information. Le président Ali Bongo Ondimba présidera jeudi 10 juin à 10h un conseil à 2 ministres. L'ensemble des membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent y prendre part. Je vous le disais déjà en titre, c'était une journée très chargée pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui a reçu ce mercredi en audience Jean Eyengendong, ancien Premier ministre gabonais, autour de la table, autour des discussions, la question du développement harmonieux du pays. Le compte rendu. C'est à un entretien à huis clos qu'a eu droit l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition. En sollicitant le président de la République ce jour, Jean Eyengendong réitère sa volonté ferme de rapprochement avec l'exécutif, au-delà de toute forme de divergence. J'ai été Premier ministre dans ce pays, sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba. C'est à ce titre-là que j'ai pris la responsabilité et même la décision de rencontrer M. Ali Bongo Ondimba. Vous savez aussi que nous avons eu des divergences politiques, mais ça n'empêche pas que les Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays. Donc, le reste, je ne peux pas vous dévoiler le contenu de nos conversations qui ont été politiques et qui ont été personnelles. Mais aujourd'hui, l'opinion s'interroge. Nous avec le PDG. Les Gabonais doivent se parler. Le problème du PDG, ça c'est un problème de parti. Mais on doit se parler. Pour l'ancien candidat à la présidentielle de 2009 et conseiller municipal de Libreville, né en 1946, le processus de retour à la maison PDG paraît bien engagé dans l'intérêt supérieur de la nation. Et puis toujours sous le volet politique, pour un dialogue constructif essentiel pour un développement harmonieux du pays, Ali Bongo Ondimba a reçu certains responsables des partis politiques. Suivons. Formation politique de la majorité présidentielle avec 8 députés et 28 élus locaux, le Rassemblement pour la restauration des valeurs ce jour est venu en toute responsabilité confirmer son ancrage au Parti démocratique gabonais aux côtés du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les présidents nous ont entretenu sur les différents points d'actualité nationale et internationale, comme l'adhésion du Gabon au Commonwealth, bien sûr la sensibilisation de nos populations sur le vaccin pour lutter contre la Covid-19, et bien sûr les aspects politiques. L'aspect politique comme l'actualité du moment, elle est là, et surtout que nous, les députés, nous sommes les petits-fils d'Omar Bongo Ondimba, ce grand créateur, ce fondateur d'un grand groupement politique, et bien sûr, en tant que petit-fils d'Omar Bongo et fils d'Ali Bongo, nous allons rejoindre le père. Avec 5 députés, 42 élus locaux dont 7 maires sur l'échiquier politique national, le Parti des sociaux-démocrates également marque son adhésion à la dynamique de régénération et de revitalisation du PDG, portée par une ambition, accompagner pleinement la politique du chef de l'État. Nous avons été reçus par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour voir ensemble comment travailler plus efficacement dans l'aboutissement de ces différents projets qu'il a pour le Gabon.
Parce que le président de la République juge que le Gabon, c'est d'abord une famille. Et il est l'heure que tous les Gabonais soient soudés, soient un, pour pouvoir impulser le développement de ce pays. Parce qu'il nous a fait remarquer que nous sommes restés trop longtemps distants, trop longtemps divisés. Aujourd'hui, l'heure est au rassemblement. Le président de la République, qui attache du prix aux valeurs d'unité et de cohésion sociale, a exhorté ses hôtes à plus de solidarité pour bâtir ensemble une ligne directrice efficace et profitable aux populations. Et sur le plan sécuritaire, Rose Christiane Souka Raponda, les ministres gabonais de l'Intérieur et de la Défense, accompagnés de plusieurs généraux des forces armées gabonaises, ont eu une séance de travail avec Ali Bongo Ondimba. Au centre des échanges, la question de la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Le maintien de la paix et la sécurité du pays, une préoccupation d'importance pour le président de la République en sa qualité de chef suprême des armées. Avec les différents chefs de corps des forces de défense et de sécurité, le Premier ministre et les membres du gouvernement en charge de l'intérieur et de la défense nationale sont venus présenter la stratégie nationale de sécurisation du territoire. En effet, suite à l'audience que nous a accordée le chef de l'État lundi, 7 juin, nous avions présenté au président de la République la stratégie de sécurisation du territoire national, compte tenu du fait qu'il a été constaté qu'il y a un trafic illégal de ressources naturelles. Les chefs de corps présents à cette audience ont eu le privilège de présenter au chef de l'État ces stratégies nationales pour pouvoir sécuriser et défendre notre pays. Face aux risques sécuritaires, le Gabon s'organise pour la protection du territoire, mais aussi des personnes et des biens. Dans l'agenda du chef de l'État, le groupe Eramet figurait en bonne place. Le bilan et les perspectives d'investissement des filiales gabonaises au sein du géant minier français constituaient l'essentiel de la rencontre entre le PDG de ce groupe et Ali Bongo Ondimba. Outre la présentation et le bilan des performances des filiales Comilog et Setrag au Gabon, le PDG du groupe minier Eramet est venu faire le point des activités de la multinationale dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire actuelle. Je suis venue partager avec le président de la République les progrès continus que nous faisons à Comilog et à Setrag, qui sont des sociétés qui sont en partenariat entre Eramet et l'État gabonais. Les progrès ont été constants ces dernières années et très forts depuis 2 ans. On continue à augmenter très fortement la production à Comilog, très fortement le trafic à Setrag. Et même si ce n'est pas toujours facile, nous arrivons à progresser malgré le Covid, grâce à la mobilisation des équipes. Et puis nous avons aussi parlé du futur, potentiellement de l'exploration pour développer des nouvelles réserves pour Comilog au Gabon et les différents projets d'avenir que le Gabon avait pour son économie. Perspective d'exploitation, amélioration de l'investissement social à travers ces 2 filiales dans notre pays. Le PDG du géant minier français a réitéré l'engagement du groupe. Autre actualité, toujours au Gabon, le 27 mai dernier, le ministre de l'économie et de la relance, Nicole Janine Lidi Roboti, a procédé au lancement de l'opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de la sous-région. Les travaux autour de cette opération qui ont duré 1 semaine ont pris fin ce mercredi. Gabriel Ratanga. Cet emprunt obligataire s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de soutenir le financement du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise, notamment par la restauration de la capacité d'autofinancement des entreprises domestiques en maintenant à un niveau appréciable l'investissement public. Il convient de noter que le montant de l'émission est de 175 milliards de francs CFA, la valeur nominale étant de 10 000 francs CFA pour un minimum d'obligations de 50 titres souscrits avec un taux d'intérêt de 6% net par an sur la période 2021-2026. Selon la tutelle, le succès de cette opération illustre la confiance que les investisseurs placent dans l'action du gouvernement à travers le plan d'accélération de la transformation qui constitue le cadre de mise en œuvre des réformes et des projets prioritaires en vue de renouer avec la croissance post-Covid et de renforcer le modèle social gabonais.
Rappelons à toutes fins utiles que cet emprunt obligataire s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de soutenir le financement du PAT, notamment dans la restauration de la capacité d'autofinancement des entreprises locales. Par ailleurs, en marge de la journée africaine célébrée le 7 juin de chaque année, l'Assemblée générale de la Commission nationale des frontières s'est ouverte ce mercredi pour s'achever jeudi au Gabon. L'événement initié par le ministère de l'Intérieur a pour objectif de faire asseoir une meilleure gouvernance des frontières. Et Jasmin Mamadianga. Impulser une nouvelle dynamique à la gouvernance des frontières au Gabon, ce pays qui figure parmi les 7 pays pilotes de la CEAC, c'est autour de cette idée que se tient l'Assemblée générale annuelle de la Commission nationale des frontières. Durant 2 jours d'échanges, plusieurs thématiques sont abordées pour trouver une approche nouvelle à la Commission afin d'asseoir une meilleure gouvernance des frontières. Nous avons fait le point de plusieurs thématiques. La situation sécuritaire dans les marges frontalières. Et nous avons échangé sur les missions et le champ d'action de la Commission nationale des frontières qui mérite d'être revisité parce que son texte fondateur date de 2010. Le champ d'action de la Commission nationale des frontières s'est élargi. Nous faisons face à beaucoup d'autres enjeux et à l'aune de ces enjeux, il fallait bien réfléchir pour trouver une autre approche de gouvernance des frontières. Nous avons assisté à des échanges fructueux qui augurent de très bonnes recommandations. Les recommandations à l'issue de cette rencontre devront donc être soumises d'ici demain aux membres du gouvernement qui auront pour mission d'examiner et adopter le nouveau champ d'action de cette commission pour faire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale un espace économique et politique unifié par la mise en œuvre du programme Frontières de l'organisation. On parle d'éducation pour la suite et ce faux départ pour les épreuves sportives du baccalauréat session 2020-2021 au Gabon. Depuis cette semaine, bon nombre de professeurs d'éducation physique et sportive ont entamé un mouvement d'humeur réclamant des primes de vacation du précédent examen. On en parle avec Ronan Charline Mankondé. Dans 3 grands lycées de la capitale gabonaise, même constat. Des élèves alignés dans un coin et des professeurs de sport rassemblés dans un autre. Une image étonnante alors que depuis lundi, 12 000 candidats doivent prendre part aux épreuves sportives du baccalauréat 2021. On a entendu ce mouvement, mais bon, il y a certains centres qui évaluent et d'autres non. Comme le nôtre, depuis lundi, mardi, ils ont évalué. On s'est dit qu'aujourd'hui, on devait aussi passer, mais bon, hélas. Donc, on attend juste le signal. La secrétaire du centre d'examen du lycée national Léomba revient sur les causes de ce faux départ. Les enseignants d'éducation physique et sportive ont déclenché un mouvement d'humeur pour la réclamation de leur vacation de l'an dernier. Au total, ce sont 5 des 13 centres d'examen qui sont actuellement fonctionnels dans la capitale gabonaise. Pour ces vacations du baccalauréat 2020, il y a un échéancier qui a été fait et qui devait en principe nous permettre de tout payer avant le début des épreuves écrites du baccalauréat de l'année 2021. Il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des tensions de trésorerie qui n'ont pas permis de tout payer au même moment et c'est pour cela que le paiement est échelonné dans le temps. Pour la Direction générale des examens et concours, cette situation perturbe la tenue des examens. Nous connaissons actuellement quelques perturbations dans le déroulement des épreuves sportives du baccalauréat. Et nous tenons à rassurer les parents et les élèves que les candidats qui n'ont pas été évalués depuis lundi le seront bel et bien. Des discussions ont d'ores et déjà été entamées afin qu'une solution soit trouvée, car les premières victimes de cette situation sont les élèves. Parlons de santé à présent, le ministre gabonais de la Santé, Guy Patrick Obiandong, a annoncé ce mercredi au cours d'une conférence de presse l'arrivée au Gabon de 10 000 doses de vaccin russe Sputnik. Retrouvons Ronan Charline Mankondé. Alors que le Gabon enregistre depuis le 28 mai dernier un bond de la vaccination Sinopharm, vaccin chinois, le deuxième candidat vaccin validé par les autorités gouvernementales et sanitaires est arrivé ce mercredi en terre gabonaise. Il s'agit du vaccin russe Sputnik 5, a annoncé au cours d'une conférence de presse express le ministre gabonais de la Santé. Il s'agit d'un premier lot de 10 000 doses de vaccin Sputnik 5
qui ont été acheminés à l'OPN pour conservation à moins 20 degrés. Le Comité national de vaccination vous donnera dans les tout prochains jours plus de précisions sur le démarrage de son utilisation. Au vaccin chinois Sinopharm inoculé à sa population, le Gabon enregistre à ce jour 23 260 personnes ayant reçu leur première dose, 10 331 leur deuxième. Le vaccin Sputnik 5, déjà autorisé au Canada, aux États-Unis, en Israël et en Inde, s'appuie notamment sur la technologie de l'ARN messager et serait, d'après les essais cliniques, efficace à 91,6%. Les 10 000 premières doses de Sputnik qui nous ont été envoyées par le partenaire russe seront conservés à moins 20 degrés. Et nous le disions dès le départ que l'OPN dispose aujourd'hui d'une chambre froide et des équipements qui puissent permettre de conserver jusqu'à moins 87 degrés les différents vaccins qui pourront être livrés dans notre pays. Face à cette nouvelle offre vaccinale attentive à la circulation du virus, les autorités sanitaires gabonaises poursuivent leur appel à la vaccination, rappelant qu'elle est gratuite. L'hygiène bucco-dentaire, on en parle pour la suite. Avez-vous connaissance de la bonne technique du brossage? Mieux encore, à quelle fréquence doit-on le faire? Élément de réponse avec Sabrina Konipen. La bouche est cette partie du corps qui reçoit un nombre important d'aliments au quotidien, des aliments aussi bien sucrés que salés. Mais pour se débarrasser des débris alimentaires qui restent entre les dents, un brossage efficace s'impose. Le meilleur brossage, commencer par l'une des mâchoires et de passer à une autre, tout en ouvrant la bouche. C'est pas dents serrées, c'est pas comme ça. Le meilleur brossage, c'est pas comme ça, non. C'est en ouvrant la bouche. Nous commençons par exemple, les dents du haut. Et sur ces dents-là, nous allons faire un mouvement. La brosse à dents doit faire un mouvement de la gencive vers la couronne dentaire tout en respectant un trajet. Et après, nous allons brosser les surfaces qui mastiquent, masticatrices. Et voilà. Et à partir de là, nous irons en bas, en partant du rouge au blanc. Et ne jamais oublier la langue. Combien de fois par jour doit-on se brosser les dents et à quelle fréquence? Ce que nous conseillons à nos patients, c'est de faire un brossage qui dure au minimum 3 minutes. 3 minutes, le temps de brossage. Et en ce qui concerne le nombre de brossages par jour, nous conseillons au minimum 2 brossages. Généralement après les repas. Et nous devons privilégier le brossage le soir au coucher, parce que c'est le brossage le plus important. Donc, nous allons dire 2 brossages dans la journée, après les repas, et surtout le soir avant de se coucher. Il ne s'agit pas seulement d'introduire une brosse à dents avec une pâte dentifrice dans la bouche pour prétendre avoir fait un nettoyage approprié. Il faut respecter certaines techniques de brossage, car l'hygiène bucco-dentaire n'est pas une option, mais une nécessité dans la mesure où elle aide à prévenir la survenue des maladies bucco-dentaires, souvent à l'origine de la mauvaise haleine. Et dans l'est du continent, précisément en Ouganda, la liste du nouveau cabinet préparé par le président Museveni a été rendue publique dans la nuit de mardi à mercredi. Dans cette note très attendue, l'on retrouve au poste stratégique de nombreuses femmes. Gabriel Ratanga nous fait le point. Le nouveau premier ministre de l'Ouganda est une femme. C'est Robina Nabonja qui a été retenue. Elle occupait la fonction de ministre d'État de la Santé dans l'ancien gouvernement. Un premier ministre et une vice-présidente que l'on n'attendait pas. Ce sont des figures peu connues du grand public qui n'apparaissaient pas dans la liste qui avait fuité en début de semaine. D'autres femmes sont mentionnées à la tête de divers ministères, à l'éducation, à l'énergie, au travail, à la santé. Environ la moitié des 50 postes du cabinet reviennent à des femmes. Pour le seconder à la présidence, Yoweri Museveni a choisi Jessica Alupo, retraitée de l'armée. Elle a été ministre de l'Éducation en 2011 avant Janet Museveni. Cette dernière est finalement nommée au poste de Premier ministre adjoint. Ce sont globalement les grands noms du parti présidentiel ou des proches du président que l'on retrouve dans ce nouveau cabinet. On peut noter la présence du général Muhoozi Moses-Sali, le général Katumba Wamala, Jeje Odongo ou encore la présidente du parti présidentiel Justine Lumumba Kasule. Avec cette équipe à majorité féminine, l'Ouganda entend marquer ce nouveau mandat par la prise en compte de celle qu'on a toujours considérée comme le maillon faible.
dans l'ouest du berceau de l'humanité pour s'assurer que le colonel Goïta respectera sa promesse de rendre le pouvoir aux civils. La CEDEAO a envoyé son émissaire mardi au Mali. L'envoyé spécial de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta, censé ramener les civils à la direction de ce pays, pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis près de 10 ans. La mission ouest-africaine, qui a déjà rencontré le président malien, s'entretiendra avec d'autres forces vives de la nation. Si la CEDEAO avait exigé qu'un civil soit nommé à la tête de la primature, la nomination de Choguel Maïga ce lundi semble avoir marqué la première étape du dégel entre la communauté internationale et le chef de l'État malien. Pour la délégation de l'institution ouest-africaine, il faut maintenant que le gouvernement soit inclusif et d'ajouter que des consultations ont déjà été engagées dans ce sens. La question du calendrier et de l'organisation des élections dans 9 mois a été l'un des grands sujets abordés par toutes les parties. Rappelons que la mission de Goodluck Jonathan s'inscrit dans le cadre du suivi des recommandations du dernier sommet de la CEDEAO consacré au Mali, organisé le 30 mai dernier à Accra. Entre autres recommandations, la CEDEAO avait exigé la libération du président de transition Bandao, du Premier ministre Mokhtar Ouane et d'autres personnalités arrêtées lors des événements du 24 mai. La nomination d'un Premier ministre civil et le respect de la période de transition. Et dans le reste de l'actualité en France, selon le porte-parole du gouvernement Jean Castex, l'objectif des 30 millions de personnes vaccinées devrait être atteint cette semaine. Soutenu, plus d'un adulte sur 2 est vacciné et nous devrions atteindre cette semaine, peut-être avec un peu d'avance, notre objectif de 30 millions de personnes ayant reçu une première injection. L'économie repart, elle repart fort, elle repart mieux. Je vous donne quelques indicateurs. Après le 19 mai, nous avons atteint, avec seulement les terrasses ouvertes, quasiment le même niveau de consommation dans la restauration qu'en 2019, avant la crise, sur la même période. 50 000 emplois ont été créés dans notre économie au premier trimestre. Et la France est le grand pays de la zone euro où l'activité se maintient le mieux depuis le début de la crise. Et au pays de l'oncle Sam, le Sénat américain a adopté mardi un projet de loi prévoyant des investissements très importants dans le domaine de la science et de la technologie. Il est présenté comme un plan historique contre la menace économique chinoise. La défense de l'économie américaine fait consensus au Congrès. Le Sénat américain a adopté mardi un projet de loi présenté comme historique, prévoyant des investissements ambitieux dans la science et les technologies. Le plan prévoit plus de 170 milliards de dollars, un peu plus de 139 milliards d'euros environ pour soutenir la recherche et le développement dans les technologies du futur, mais aussi d'inciter les entreprises américaines à produire aux États-Unis des pièces comme les semi-conducteurs indispensables à son industrie, mais principalement fabriquées en Asie. Les 120 milliards de dollars restants iront à la National Science Foundation, une agence gouvernementale chargée de soutenir la recherche dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Sans oublier 1,5 milliard de dollars pour accélérer le développement de la 5G qui reste l'un des points de tension avec la Chine. S'unir contre un ennemi commun chinois, c'est bien la seule chose sur laquelle s'entendent les démocrates et les républicains, selon un professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Et puis justement, après l'adoption de ce projet de loi, Pékin accuse Washington d'exagération. Écoutons. Nous sommes fermement opposés à ce que les États-Unis traitent la Chine comme un ennemi imaginaire. La plus grande menace pour les États-Unis, c'est eux-mêmes. Il est plus important pour les États-Unis de bien gérer leurs propres affaires que toute autre chose. Nous demandons instantanément aux États-Unis d'avoir une attitude correcte, d'adopter une vision rationnelle du développement de la Chine et des relations sino-américaines, de cesser de promouvoir ce genre de projet de loi et de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, afin de ne pas nuire à la situation générale des relations sino-américaines et à la coopération bilatérale dans des domaines importants. Point final à ce journal, voici le rappel des titres. Nous l'avons vu, agenda très chargé pour le chef de l'État gabonais. Ce mercredi, Ali Bongo Ondimba a reçu certains leaders politiques. Examen de la politique d'égalité homme-femme de l'Ouganda. Dans son nouveau cabinet, le président Museveni nomme 2 femmes à des postes stratégiques. Et puis en France, l'objectif des 30 millions de personnes vaccinées devrait être atteint cette semaine, selon le porte-parole du gouvernement Jean Castex.
Suivez le reste de l'actualité sur nos différentes plateformes numériques. Et n'oublions pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières. Bonne suite de programme sur Gabon 24.